Dans le chapitre précédent, on a parlé d'algorithmes qui permettaient d'allouer des ressources nécessaires à l'exécution d'une application parallèle sur une architecture parallèle. Et on a vu que c'était pas forcément une chose simple. Il y a quelque chose qui a été passé sous silence dans cette discussion, c'est quand est-ce qu'on va faire ça? On peut supposer naïvement que c'est quelque chose qui va être fait à la compilation de l'application, eh bien en réalité c'est partiellement faux, et ce qu'on va voir tout de suite. On reprend l'exemple du mapping, du scheduling et du timing, et en fait, ces trois opérations-là, eh bien, elles peuvent être réalisées soit à la compilation, soit à l'exécution. On va parler du temps du runtime pour l'exécution et du compile time pour la compilation. Et en fait, on a quatre possibilités différentes. On pourrait tout faire à la compilation. Dans ces cas-là, on va parler d'une stratégie totalement statique, puisque toutes les décisions de mapping, de scheduling et de timing seront faites à la compilation. À l'extrême opposé, on aurait pu tout faire à runtime, auquel cas on va parler d'une stratégie totalement dynamique, dans laquelle eh bien, toutes les décisions sont prises en même temps qu'on exécute l'application. Et il y a deux solutions entre les deux qui s'appelleront self-timed et static assignment. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'identifier ces quatre stratégies différentes? Eh bien, tout simplement parce que ces stratégies vont nous offrir des compromis différents. D'une manière générale, plus on va être dynamique, c'est-à-dire plus on va avoir tendance à faire des choses au runtime, eh bien plus on va être capable de s'adapter facilement à des variations de ce qu'on est en train de maîtriser. Typiquement, vous êtes en train de mapper des calculs sur une architecture. Si par hasard vous avez un cœur de votre architecture qui, pour une raison que j'ignore, ne marche plus, ou si vous avez des calculs où vous ne connaissez pas leur temps d'exécution au moment où vous les allouez sur un cœur, et bien dans ces cas-là, avoir une adaptabilité très forte va être importante, va être intéressant, puisque ça va vous permettre de vous adapter aux aléas des calculs ou aux aléas de fonctionnement de votre architecture. Donc dans ces cas-là, faire tout dynamiquement va vous permettre d'avoir une grande adaptivité par rapport à ce que vous êtes en train de manipuler. A contrario, plus vous faites les choses statiquement à la compilation, meilleures seront vos performances. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous avez des choix à faire dynamiquement à l'exécution de votre application, cela vous demande d'avoir un programme qui tourne sur votre système, qui est chargé de faire ces choix. Ce programme-là, il va lui-même consommer des ressources de mémoire, de calcul, des threads, ce genre de choses, et donc il va lui-même avoir un overhead sur votre système. Il va donc finalement coûter des performances à votre application. A contrario, si vous êtes capable de déterminer parfaitement tout ce dont vous avez besoin à la compilation, eh bien dans ces cas-là, vous allez avoir tendance à... Vous n'aurez pas besoin d'un runtime, vous n'aurez pas besoin de ce petit programme qui prend des décisions pendant que l'application est exécutée, et donc vous allez avoir la capacité de générer une application qui sera en général plus performante, puisqu'il n'y aura pas cet overhead. En contrepartie, vous n'aurez pas d'adaptivité. Dans les travaux pratiques que vous allez faire, notamment ceux que vous allez faire sur l'outil Prism Dataflow, c'est le mode self-time que vous allez utiliser, la stratégie self-time. Donc dans Prism, typiquement, les décisions de mapping et du scheduling sont prises à la compilation, et les décisions de timing, elles, sont prises uniquement au moment de l'exécution. On va revenir un petit peu plus dans les détails dans quelques instants. Alors, voilà différentes stratégies, voilà différentes façons d'exécuter un programme multicœur, vos différentes stratégies d'exécution qui se rapportent aux différentes stratégies qu'on a vues sur la slide précédente. Le premier, c'est fully static. Donc fully static, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout a été décidé à la compilation. Donc je sais exactement quel cœur fera quoi, et à quel moment donné, et à quel moment il y aura des communications. Donc on a en général des processus ou des threads qui sont non préemptibles, ils commencent et ils se terminent à des moments bien précis dans le temps. On a en général pas de système d'exploitation ou alors un système d'exploitation temps réel, et très important, on a une clock globale dans notre système qui nous permet eh bien, d'être le chef d'orchestre de l'exécution de notre système. Les communications dans ce genre de système peuvent être non bloquantes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je sais que l'acteur A va envoyer une donnée au temps t0 et que l'acteur C récupérera cette donnée au temps t3, eh bien je n'ai pas besoin de mettre en place un système complexe de synchronisation pour m'assurer à la réception que la donnée a été envoyée, puisque par définition, je sais que l'acteur A enverra toujours la donnée au temps t0 et l'acteur C la récupérera toujours au temps t plus 3. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre de synchronisation. La clock globale m'assure cette synchronisation.
Ce genre de système est assez complexe à concevoir, puisqu'il demande de caractériser totalement les temps d'exécution de tous les acteurs au coup d'horloge près, et c'est plutôt un genre de système qui va être utilisé pour des applications hard real-time, c'est-à-dire des applications pour lesquelles manquer la deadline va rendre le système totalement inopérant. Une deuxième possibilité, c'est d'avoir une stratégie d'exécution self-timed. Donc self-time, comment ça va fonctionner? Les calculs vont être basés sur des systèmes de processus, de threads ou de tâches, soit en bare metal, soit gérés par un système d'exploitation. Les communications seront généralement bloquantes. Ce que ça veut dire, c'est que quand un acteur B, par exemple, ou A, enverra des données vers l'acteur C, eh bien l'acteur C, il va attendre de recevoir ces données pour commencer son exécution. Donc si on regarde le graphe qu'il y a à la droite de la slide, j'ai décidé du mapping et du scheduling des acteurs, puisque j'ai dit que sur le cœur 1, par exemple, les acteurs A, B, D et E étaient exécutés, donc ça c'est les informations de mapping, et qu'ils étaient exécutés dans cet ordre-là. Donc ça c'est le scheduling. L'acteur C, lui, est exécuté sur le cœur 2. Par contre, le timing, lui, il va dépendre des communications. Il va dépendre des synchronisations. Et donc, l'acteur C, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se lancer, je ne sais pas à quel temps il va se lancer. Par contre, je sais qu'il se lancera dès qu'il aura reçu les données en provenance de l'acteur A. Et donc, c'est ça qui va provoquer cette notion de self-timed, auto-timé, de ce mode d'exécution. Donc les communications sont bloquantes, j'ai besoin de systèmes de synchronisation, et ce genre de système va être utilisé pour des systèmes sans réel non critiques en général, ou non hard real-time constrained, avec des modèles de calcul plutôt statiquement schedulables. Les outils, deux outils d'exemple qui utilisent ça, Prism en TP et Syndex. Ensuite, vous avez le mode d'exécution Static Assignment with Runtime Support. Alors là, de quoi s'agit-il? Il s'agit encore une fois de calculs qui sont sous forme de processus, de threads ou de tâches, et cette fois-ci, nous avons besoin d'un système d'exploitation. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, vous allez faire le mapping statiquement, d'accord? C'est-à-dire que vous allez dire quels sont les acteurs ou quelles sont les tâches exécutées sur quel cœur statiquement à la compilation, mais vous laissez le système d'exploitation au runtime décider à un moment donné de quels sont les acteurs ou les tâches exécutées sur quel cœur. Donc là, par exemple, sur le diagramme que je représentais, je sais que le cœur 1 sera celui qui va exécuter A, D et B. Ça a été décidé à la compilation. Par contre, je ne sais pas dans quel ordre, ni avec quelle temporalité ils vont être exécutés. Et c'est le système d'exploitation et le scheduler du système d'exploitation qui va être en charge, pendant que l'exécution de l'application a lieu, de décider à un moment donné de quel est l'acteur ou quelle est la tâche qui va s'exécuter sur chaque cœur. Donc c'est un modèle d'exécution qui demande également des communications bloquantes avec des mécanismes de synchronisation, et c'est un mode d'exécution qui est exécuté pour des modèles dataflow dynamiques ou reconfigurables, comme le CAN Process Network que l'on avait vu dans le deuxième cours, et c'est également un modèle qui est utilisé dans des outils comme l'outil OpenRVCal Compiler, que j'ai brièvement mentionné dans le deuxième cours. Ensuite, vous avez la stratégie Fully Dynamic. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est fait dynamiquement, le mapping, le scheduling et le timing. Et on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Une première possibilité, c'est d'utiliser un modèle master-slave. Dans le modèle master-slave, on a un cœur qui est chargé de prendre les décisions de mapping et de scheduling et de timing pour tous les autres. Donc ce cœur-là va distribuer le travail aux autres. Alors, les avantages de faire ça, eh bien, c'est que on va avoir une grande adaptivité, puisque le cœur qui est chargé de prendre ces décisions va observer l'état du système à un moment donné, et dès qu'un cœur n'a plus rien à faire, eh bien, il va être capable de réagir en lui donnant du travail. Donc, toutes les décisions sont centralisées, ce qui permet à une intelligence de prendre les décisions en observant l'état du système. Ça fonctionne également avec des targets, avec des processeurs hétérogènes. Les gros inconvénients, eh bien, c'est d'abord la surcharge de travail, en tout cas les calculs inutiles du point de vue de l'application que représentent les calculs du master, puisque finalement vous dédiez un cœur à prendre dynamiquement ces décisions de mapping, de scheduling. Et donc ça veut dire que vous gaspillez de la puissance de calcul pour prendre ces décisions. Ensuite, il y a un problème potentiel de bottleneck. Un bottleneck, goulot d'étranglement en français, eh bien, imaginons que tous vos cœurs n'ont plus rien à faire d'un coup.
eh bien, le processeur qui est chargé d'envoyer le travail ne pourra pas envoyer le travail à tout le monde en même temps. Il va être obligé de envoyer d'abord au premier cœur, puis au deuxième cœur, puis au troisième. Et donc ça va poser un problème, puisque si par hasard ce cœur qui fait l'orchestration ne va pas assez vite, eh bien, les cœurs ne recevront pas de travail et vont passer du temps trop long à attendre d'en recevoir. Et donc on a un goulot d'étranglement auprès du master. Alors il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour les stratégies d'exécution totalement dynamiques. Une autre technique intéressante, c'est le work queuing. Alors le work queuing, comment ça fonctionne? Chaque unité de travail, c'est-à-dire chaque tâche à réaliser, va être représentée par ce qu'on va appeler un job, un travail, qui va être mis dans une queue, dans une file d'attente. Cette file d'attente, elle est unique et tous les cœurs peuvent aller piocher dedans quand ils ont besoin de travail. D'accord? Et donc, on a représenté ici, dans le diagramme, le fonctionnement de chaque cœur. Comment un cœur il va fonctionner? Eh bien, il va récupérer une tâche dans la queue, il va dequeue une task, il va l'exécuter, éventuellement, il va créer des nouvelles tâches qu'il va mettre dans la queue, puis il va recommencer. Récupérer de nouvelles tâches, les exécuter, peut-être en créer des nouvelles, etc., etc. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il est très adaptif, puisqu'il est dynamique. Il n'a pas d'overhead, ou très peu, puisque contrairement à l'exemple précédent du master slave, dans cet exemple-là, je n'ai pas un cœur qui est chargé de prendre des décisions, c'est chaque cœur qui va directement aller piocher dans un pot commun de travail disponible à faire, et donc je ne gaspille pas de calcul à prendre des décisions intelligentes. Les points négatifs, eh bien, le premier, je viens un peu de le dire, c'est qu'il n'y a pas de décision intelligente. Chaque cœur va prendre le travail disponible dès qu'il a terminé le précédent. Et donc, il ne va pas y avoir une tentative de répartir intelligemment les travails sur les différents cœurs. Le deuxième problème, c'est que la queue peut être un bottleneck. Si tous les cœurs vont chercher à piocher en même temps dans la queue, il va devoir y avoir un processus d'arbitration, et les cœurs vont en réalité se servir les uns après les autres, et donc certains cœurs peuvent se retrouver à attendre un peu longtemps avant de récupérer du travail. Le dernier défaut, c'est que c'est non déterministe, c'est-à-dire que je donne la même application à exécuter, je ne vais pas forcément avoir les mêmes performances d'une fois sur l'autre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il suffit qu'un cœur prenne un tout petit peu plus de temps que la fois précédente à exécuter un code, et du coup, il va peut-être se faire voler un job qu'il avait pris la fois précédente lors de la prochaine exécution. Et donc, on a un non déterministe, c'est très compliqué avec ce genre de système de savoir exactement, pour une application donnée, qui va exécuter quoi. Donc pour des applications temps réel, c'est à proscrire. Vous avez ensuite le job stealing. Alors le job stealing, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir. La seule différence, c'est que vous avez cette fois-ci non pas une queue centralisée, mais chaque processeur va avoir sa propre queue. Il va avoir sa propre file d'attente. Alors encore une fois, les avantages, ça va être l'adaptivité, le fait qu'il n'y ait pas d'overhead ou très peu d'overhead, et par rapport à la solution précédente, il va y avoir peu de bottleneck, puisque cette fois-ci, au lieu d'aller piocher dans une queue unique centralisée, chaque processeur va aller piocher dans une queue qui lui est propre, et donc on ne va pas se gêner les uns les autres. Pour éviter qu'un cœur se retrouve sans aucun travail, on va avoir un système de stealing qui va être mis en place, de vol qui va être mis en place, et en fait ce qui va se passer, c'est tout simplement comme noté pour le cœur 2 sur le graphique, quand le cœur 2 n'a plus de travail, eh bien il va aller regarder dans les queues de ses voisins, de gauche et de droite, et il va voler des jobs dans les queues de l'un de ses deux voisins. Et comme ça, on va éviter les problématiques de starvation, de famine, et tous les cœurs vont toujours essayer de trouver du travail. Les inconvénients, eh bien, comme pour le cas précédent, c'est qu'on n'a pas d'intelligence qui va chercher intelligemment à répartir les calculs, tout va se faire un petit peu automatiquement, et on a du non-déterministe, encore une fois, comme pour le cas précédent. Dans les systèmes d'exploitation modernes, on a différents types de management du parallélisme. Je l'ai déjà vaguement évoqué dans le cours précédent. On va avoir deux types de parallélisme. L'AMP, Asymmetric Multiprocessing, où l'idée c'est que le parallélisme n'est pas masqué, la complexité de gestion de chaque cœur n'est pas masquée à l'application. Ce que ça veut dire, c'est que chaque cœur va avoir finalement son propre système d'exploitation, et c'est à l'application de gérer le parallélisme intelligemment, et donc de dire quel cœur va faire quoi. Au contrario, on a des systèmes d'exploitation qu'on va dire SMP, Symmetric Multiprocessing, dans lequel on ne va pas se soucier de qui fait quoi dans mon architecture, on va laisser le système d'exploitation prendre les décisions. Pour terminer cette partie-là, ce chapitre-là, un petit exemple de système de gestion de runtime qui est un système un peu particulier.
puisque c'est un système qui va donc gérer l'exécution d'une application sur une architecture donnée. Ça, on en a déjà vu qu'il y en avait besoin, donc ça s'appelle un runtime. Et la particularité de celui que je vous présente ici, c'est que, contrairement à OpenMP qui se base sur un modèle de thread, eh bien cet outil-là, qui s'appelle Spider, qui est un outil qui est développé par le labo de recherche auquel j'appartiens, eh bien c'est un outil qui va directement utiliser des modélisations dataflow de l'application, une modélisation simple de l'architecture pour gérer l'exécution de l'application sur différents types de plateformes. Et donc cet outil, qui s'appelle Spider, va être capable d'exécuter une application aussi bien sur une architecture classique de bureau avec pthread, Windows ou Linux. Il va être capable de gérer une application sur une architecture de traitement de signal directement en bare metal, c'est-à-dire que sans système d'exploitation. Et il va être également capable de gérer des applications sur des architectures Maker avec des librairies spécifiques à cette application, à cette architecture. Ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que le runtime va ici agir comme une isolation, un isolant entre l'application et l'architecture. Du point de vue du développeur, je vais donner le même modèle d'application, quelle que soit l'architecture sur laquelle je veux déployer mon application, et c'est Spider, le runtime, qui va être chargé dynamiquement de faire la répartition des calculs et des ressources en fonction de l'architecture sur laquelle on est en train d'exécuter l'application. Ceci nous amène enfin à la fin de ce dernier cours du module. Donc j'espère que ce module vous a intéressé et j'espère que vous aurez l'occasion de me faire des retours lors de commissions pédagogiques ou lors d'enquêtes d'évaluation. Pour conclure ce cours rapidement, eh bien qu'est-ce qu'on a vu dans ce cours-là? On a vu que dans un premier temps, les applications et les architectures parallèles sur lesquelles on veut les déployer sont de plus en plus complexes. Et pour être capable de gérer cette complexité, eh bien, on va avoir besoin de nouveaux outils pour que la productivité des ingénieurs reste la meilleure possible et s'améliore d'année en année si possible. Et donc, on va avoir besoin de nouveaux outils, de nouveaux modèles de calcul, de nouveaux modèles d'architecture, de plus en plus haut niveau d'abstraction pour augmenter la productivité des ingénieurs. Ensuite, on a vu que quand on avait besoin de développer un système, quelque chose qui est bien trop souvent oublié par les ingénieurs, c'est de réfléchir à quel est le modèle de calcul des langages qu'ils utilisent. Pourquoi c'est très important? Eh bien tout simplement parce qu'en connaissant les modèles de calcul que l'on est en train d'utiliser, on va avoir la possibilité de connaître leurs propriétés et on va avoir la possibilité de choisir le modèle de calcul le plus approprié à la problématique que l'on a devant soi. Et qu'on ait à développer un système temps réel, critique, ou un système pour lequel uniquement les performances sont importantes mais il n'y a aucune notion de temps réel, eh bien on va pouvoir choisir des modèles de calcul et potentiellement des langages sous-jacents qui vont être très très différents et qui vont nous faciliter le développement d'applications pour notre problème spécifique. La dernière chose, c'est qu'il n'y a absolument pas une solution unique. Quand je dis une solution, je parle d'un flux de développement unique qui fonctionnerait pour tous les systèmes embarqués, multiprocesseurs parallèles de traitement du signal ou autres. Il y a plein de solutions spécifiques, et quand on a besoin de designer un système parallèle, embarqué, eh bien il va falloir prendre le temps, avant de se lancer dans le développement, d'étudier les caractéristiques de son application, si elle est déjà disponible, les caractéristiques de son architecture, les caractéristiques du langage ou du modèle de calcul que l'on a de disponible pour faire ce développement, afin de faire les choix de développement les plus éclairés pour avoir le développement le plus productif et le plus efficace possible et avoir une application qui, in fine, répond à nos besoins. Merci encore une fois pour votre attention. Ceci termine le cours de PPEM et je vous retrouverai donc par la suite pour les travaux pratiques et si vous êtes en 2I pour les projets de ce module. Merci pour votre attention. Au revoir.